Bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion du réseau Mathieu, donc réunion pré-vendange qu'on fait traditionnellement en salle. Là, sous une forme un petit peu moins conventionnelle, on va dire, puisqu'on vous propose ce webinaire pour que vous puissiez accéder au même niveau d'information qu'habituellement. Ce que je vous propose, d'abord, c'est juste se pencher sur ces petites diapos qui permet à ceux qui n'ont éventuellement pas de son de résoudre leurs petits problèmes de connexion. Donc, on va les laisser quelques secondes. Ils m'entendent pas, donc ça sert à rien que je leur lise. Donc voilà, tout ça pour expliquer comment on peut activer son son sur l'ordinateur. C'est quand même embêtant une visio si on n'entend pas la personne qui parle. Voilà. Donc, on va espérer que là, les gens qui avaient des soucis aient pu résoudre leurs petits soucis de connexion. Et je vais vous donner quelques petites infos sur le déroulé de ce webinaire. Alors d'abord, les intervenants. Donc, je ne suis pas toute seule derrière l'écran, nous sommes plusieurs dans la salle. Donc, je me présente, Florence Erthaud, je suis conseillère en viticulture-œnologie à la Chambre d'agriculture du Rhône et j'anime le réseau Beaujolais Maturation. Je suis accompagnée de Cécile Albrecht, qui est ma collègue à la Chambre d'agriculture et qui a assuré l'analyse des données de Chardonnay cette année. Et puis donc de Jean-Yves Cahurel de l'IFV Sicarex, qui lui suit le réseau d'analyse complémentaire, un réseau de 14 parcelles suivi donc par la Sicarex. Voilà. Va nous rejoindre en fin de séminaire David Ratignier, donc président de l'ODG Beaujolais Village Associés, qui viendra aussi témoigner et puis rebondir sur la date de ban des vendanges qui vous sera proposée. Vous pouvez aussi poser vos questions alors, via une adresse mail donc, qui s'inscrit ici, que vous retrouverez en bas de toutes les diapositives. Nous les centraliserons et les traiterons en fin de webinaire. Pensez bien à préciser vos noms, prénoms, votre commune et puis votre profession également si vous n'êtes pas vigneron. Dernière information, donc le replay sera disponible, il sera stocké sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture et le lien sera diffusé via différents canaux de communication. La lettre des ODG qui va paraître la semaine prochaine, une lettre spéciale pré-vendange, et puis aussi dans le prochain bulletin Mathieu, on indiquera le lien utile. Voilà. Donc à l'ordre du jour, alors un petit peu comme traditionnellement, je vais faire un petit zoom sur le fonctionnement du réseau Mathieu cette année. Ensuite, on passera dans le cœur du sujet sur le suivi de la maturation du gamay, donc à la fois réseau vignoble et puis réseau Sicarex. Idem pour la maturation du chardonnay, ce qui nous aboutira ensuite à vous proposer les dates techniques de ban des vendanges, à la fois pour les AOC Beaujolais et Beaujolais Village Rouge, mais aussi pour les blancs. Voilà, et puis aussi les préconisations de date de récolte. Et nous finirons donc par l'intervention de David Ratignier. Voilà. En termes de fonctionnement du réseau, donc je tiens d'abord à saluer le travail des viticulteurs qui sont vraiment au cœur du dispositif. Le réseau de gamay comporte 182 parcelles au travers de 70 communes. On a un certain nombre de mouvements chaque année. Donc cette année, on a eu 14 nouvelles parcelles, 18 qui sont sorties du réseau. Au jour d'hier, on avait déjà 156 parcelles du réseau qui avaient été prélevées au moins une fois. Et donc, il y a eu 6 journées de prélèvement du 27 juillet au 13 août. Voilà. Donc déjà, 548 analyses de gamay à la date d'hier. Le réseau des chardonnays, lui, comporte 52 parcelles, avec quelques mouvements aussi cette année, répartis sur 38 communes. Et donc hier, on avait déjà 45 parcelles de chardonnay prélevées à l'un ou l'autre des prélèvements. Et 5 journées de prélèvement. Donc le réseau a démarré pour les chardonnays le 30 juillet, et donc avec un prélèvement donc, hier. Et puis, c'est pas fini, c'est important qu'on ait des données pour les zones tardives et moyennes. Donc, on invite tous les gens qui prélèvent à continuer
tant que vous le pouvez et que vous n'êtes pas pris dans vos cuvages. Voilà. Alors, nous sommes toujours à la recherche d'un certain nombre de parcelles. Vous avez les noms des communes qui s'affichent ici. Alors, ce sont des messages couramment relayés par la presse, sur le site d'Inter-Beaujolais également. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez proposer une parcelle dans le cadre du réseau. Se pose la question aussi du renouvellement de ce réseau et de la passation de relais en termes de centres, de responsables de centres. Donc voilà, s'il y a des vocations qui se révèlent là, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe Matu. Alors le réseau Matu, c'est aussi un travail en commun. Donc, j'ai parlé des vignerons, mais il y a tout un ensemble d'organismes qui travaillent au sein du réseau. Donc, on a bien entendu l'EFV Sicarex qui suit le réseau de parcelles complémentaires. On a également les responsables ODG qui suivent de près le travail du réseau, l'INAO bien entendu, le laboratoire Vinéal qui assure le contrôle des pH mètres. On a aussi pas mal de liens avec les négoces et CAFCOP qui nous communiquent aussi leurs données de leur propre réseau. Donc, ça nous permet de nous assurer de la fiabilité aussi, et puis qu'on est calé de la même façon. Et puis, bien entendu, la Chambre d'agriculture du Rhône qui coordonne ce dispositif et les principaux financeurs. Donc, c'est avant tout Inter-Beaujolais qui finance le réseau Matu, via aussi des financeurs comme la région, le CASDAR, voilà, qui sont importants pour toutes nos actions et qui permettent que le bulletin Matu soit diffusé gratuitement dans tout le vignoble. Voilà. Alors, un grand merci à nos responsables professionnels qui ont suivi toute la campagne maturation. Il s'agit de Gilles Carreau et Romain Kraska qui sont sur la commune de Cogny. On a aussi Ludovic Hemtière à Saint-Étienne-la-Varenne. Et puis, bien sûr, les représentants ODG, l'INAO. Voilà. Donc, on est toujours à la recherche d'autres relais. Donc, si vous avez envie de participer de plus près au fonctionnement du réseau, vous êtes les bienvenus. On fait des points les lundis et jeudis soirs pour présenter les résultats du jour. Et maintenant, donc, depuis cette année, vous avez la possibilité de vous connecter en visio. Donc, voilà, c'est possible s'il y a des volontaires. Une autre information qui est l'accès au bulletin du réseau Matu. Donc, pour information, vous pouvez y avoir accès via le site de l'Inter-Beaujolais. Donc, c'est le site l'extranet que vous avez l'habitude de consulter. Donc, vous allez dans la partie pôle technique, donc que vous avez ici. Ensuite, vous cliquez dans la partie maturation et vous descendez dans le bandeau jusqu'à bulletin maturation. Vous avez alors cet écran-là qui s'affiche. Il vous suffit de cliquer sur lire la suite de l'article. Et donc là, vous avez d'archiver tous les bulletins de la campagne. Vous avez aussi la possibilité de demander à recevoir les bulletins par mail sur simple demande auprès de la Chambre d'agriculture. Voilà. En termes de fonctionnement, un dernier petit message pour les vignerons du réseau, plus particulièrement. Nous sommes en train de mettre en place un nouvel outil informatique pour gérer les données du réseau Matu. Et l'idée, c'est de pouvoir caractériser vos parcelles en termes de type de sol. Donc, pour ça, on a besoin, pour rapprocher vos parcelles de la carto qui a été faite par Sigal, des coordonnées XY Lambert 93 de vos parcelles. Alors, les responsables de centre ont reçu un tutoriel Géoportail qui explique comment on va chercher ces données-là pour les parcelles. Donc, voilà, c'est important que vous puissiez nous communiquer ces données-là. Les sols peuvent expliquer aussi certaines choses, donc ça sera intéressant de pouvoir avoir ces infos sur les parcelles du réseau. Voilà un petit peu pour toute cette partie fonctionnement. On va passer sans plus attendre un peu plus dans le cœur du sujet, notamment via les stades phéno. Là. Donc, les stades phénologiques de cette campagne 2020. Alors, la campagne s'annonce précoce depuis le début.
Le débourrement était d'ores et déjà précoce, hein. On était en moyenne, il a été atteint le 31 mars, donc c'est 7 jours plus tôt que la moyenne depuis 92, 93 pour les stades finaux. Bon, le débourrement ne veut pas toujours dire grand-chose, hein, en termes de précocité, mais cette année, donc, il était également précoce. La floraison, elle aussi précoce, puisqu'on atteint le stade début fleur en moyenne au 20 mai et le stade fin fleur au 30 mai. Donc une durée moyenne de 10 jours, hein, moyenne, quoi, qui s'inscrit dans des choses qu'on voit assez classiquement. La fermeture de la grappe, ben pareil, atteinte précocement le 25 juin, pour une moyenne en général autour du 6 juillet. Et puis stade début véraison, donc atteint le 18 juillet, alors que la moyenne, hein, de tous les millésimes suivis est plutôt 11 jours plus tard, donc le 29 juillet. Donc quand on regarde, là vous avez les stades phénologiques, débourrement, début fleur, fin fleur, fermeture, début véraison. Et puis pour mémoire, les bancs techniques pour ces années-là. Et donc à chaque fois, les années sont classées de l'année la plus précoce à l'année la plus tardive. Donc pour chacun de ces stades, et donc en rouge, on a l'année 2020 et en orange, l'année dernière, titre de repère un petit peu. Donc débourrement plutôt dans les années précoces. Début fleur, fin fleur, fermeture de la grappe, on était déjà la 3e année la plus précoce, après 2003 et 2007. Et puis stade début véraison, ben, on était la 2e année la plus précoce, après 2003, à égalité avec 2011 et 2007. Voilà. Alors ici, vous avez les dates de début véraison. En fait, les données du réseau nous permettent de calculer le délai moyen entre la fin fleur et le début véraison. Donc en moyenne, on a 48 jours avec un minimum et un maximum qui varie entre 42 et 53 jours. Et on voit qu'à partir des données de fin fleur, on estimait en moyenne une date de début véraison au 17 juillet. Donc il a été réellement atteint le 18 juillet, donc on a un délai qui s'inscrit dans la moyenne. Donc on dit que la véraison a mis un peu de temps à s'enclencher, mais finalement on est assez conforme à la moyenne de ce qui a été vu depuis 93. Voilà. Quand on regarde les écarts entre la fin fleur et le banc des vendanges, donc on a en moyenne 84 jours d'enregistrer sur le réseau. La fin fleur étant le 30 mai, donc en moyenne, ça nous fait un banc qui était estimé autour du 22 août. Vous verrez par la suite comment on se situe par rapport à cette date qu'on estimait à la louche à partir de fin mai. Voilà pour tout ce qui est fonctionnement et stade phénologique. Je vais enchaîner maintenant sur l'évolution de la maturation du gamay pour ce millésime 2020. Les conditions climatiques d'abord. Alors, les conditions climatiques, vous avez ici depuis le 1er juillet et puis arrêté au jour d'hier, hein, au 13 août, un certain nombre d'informations. Alors vous avez déjà ici en noir la courbe de moyenne des températures depuis 91. Vous avez en rouge les températures enregistrées cette année et en pointillé les températures de 2003. Ça permet de visualiser un certain nombre de choses. Et puis les petits bâtonnets bleus, donc ce sont les pluies enregistrées. Donc déjà ce qu'on voit, c'est qu'il y a assez peu de jours de pluie. L'épisode là de lundi dernier a apporté de la pluie. Alors le bâtonnet semble grand, mais l'échelle est aussi un peu optimiste, on va dire. Donc en moyenne, on a eu 19 mm de pluie, donc ce qui n'est pas énorme quand même. Et puis hier, en moyenne, donc sur nos 12 stations de données spatialisées, on est seulement à 3 mm d'eau avec des secteurs qui n'ont presque rien reçu et d'autres, le plus, ça tourne autour de 8 mm. Donc la pluie d'hier n'a pas apporté grand-chose.
Si on se penche plus sur les températures, ce qu'on remarque à partir du début véraison, donc de mi-juillet, c'est qu'on a eu des températures quasiment tout le temps supérieures à la moyenne, à la normale, hein. Une baisse donc pendant 3-4 jours autour du 4-6 août, quoi, quelque chose comme ça. Donc ce sont ces points-là. Et puis à nouveau de la chaleur, voilà, ces derniers jours, l'épisode caniculaire. Quand on regarde 2003, on n'avait pas eu la même configuration. On avait des températures fin juillet qui étaient plutôt inférieures au normal. Et début août, par contre, une forte période de canicule avec des températures plus élevées que celles de cette année. On voit bien les pics qui ne sont pas les mêmes. Et puis, ça avait duré plus longtemps, quoi. Enfin, bon, là, on ne sait pas combien de temps, mais là, ça a déjà diminué un petit peu. Donc, voilà. Si on regarde les températures et pluviométries sur le mois de juillet, donc et par décade et au global, ce qu'on voit, surtout ce qui nous intéresse la dernière décade, c'est qu'on a une température moyenne qui est nettement supérieure à la normale. On a quand même plus de 2,3 degrés d'écart. Et puis une pluviométrie au global sur juillet qui est très très déficitaire puisqu'elle est à même pas 17 mm contre une normale de 68 mm. Au mois d'août, alors là c'est très incomplet, la première décade est par contre complète. Donc là encore, on a quand même 1 degré de plus en termes de température moyenne par rapport à la normale. Une pluviométrie qui est inférieure, en gros, précisément de 6,5 mm. Par contre, ce qui est important de signaler, c'est que c'est une pluviométrie qui est vraiment sous forme d'orage et donc très inégalement répartie. Certaines zones ont été beaucoup plus arrosées que d'autres. Donc, une moyenne qui cache bien des disparités entre parcelles, même au sein d'une même commune. C'est vraiment très, très variable. Et puis, là, la deuxième décade, il n'y a que 3 jours sur les 10, donc on ne peut pas trop exploiter. Pour l'instant, peu d'eau et puis une température nettement supérieure. On verra ce qui se passe les 7 prochains jours. Voilà. Alors justement, si on se projette dans le futur, vous avez ici les prévisions probabilistes en termes de température qui sont données sur les 15 prochains jours. Ce qu'on voit donc ici, ce sont les températures maximales en haut. Donc aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 25 degrés. Elles devraient augmenter demain, rediminuer un petit peu, mais à nouveau, fin de semaine prochaine, redépasser allègrement les 30 degrés. Mais en tout cas, rester sur le long terme, en tout cas sur ces 15 prochains jours, supérieurs à 25 degrés. Et les températures minimales, en termes de probabilité, on devrait être autour de 15 un petit peu tous ces prochains jours, moi pendant une semaine, et puis une légère augmentation en fin de semaine prochaine. Voilà. Alors après, bon, ce sont des probabilités, mais ça donne quand même une tendance à encore de la chaleur, même si elle sera moins importante que celle qu'on a connue ces derniers jours. En termes de précipitation, donc la pluie est quand même attendue dans un certain nombre de parcelles. Pour l'instant, en termes de probabilité, vous avez ce qui est prévu. Alors vous avez en bleu clair les bâtonnets qui correspondent à la probabilité d'avoir une pluie de plus d'1 millimètre. Et en bleu plus foncé, la probabilité d'avoir une pluie supérieure à plus de 10 millimètres. Et donc, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a quand même des chances certaines d'avoir plus d'1 millimètre aujourd'hui, dimanche, certains jours. Par contre, une pluie de plus de 10 millimètres, il y a très peu de chances sur ces 15 prochains jours que ça advienne. Alors effectivement, ce sont là encore une fois de plus des phénomènes orageux, un temps assez incertain, donc très aléatoire d'une zone à l'autre. Mais en tout cas, ça n'annonce pas une tendance à l'arrivée de dépression et de fortes pluies. Alors voilà pour toutes ces conditions météo, ça explique un peu et même fortement la cinétique qu'on a pu constater en termes d'évolution de la maturation.
Donc là, je vais vous présenter maintenant les résultats de cette campagne MATU concernant les parcelles de gamay. Alors, on a, je vais vous expliquer un peu les graphiques. Ils sont tous conçus selon une forme assez similaire. Vous avez en abscisse les dates de prélèvement, donc à chaque fois là en rouge, hein, c'est notre courbe 2020, donc à chaque fois qu'il y a un petit carré, c'était un jour de prélèvement. Et vous avez en ordonnée, donc ici la valeur qui est mesurée, donc ici le degré potentiel d'alcool. Pour le gamay, on se base sur un taux de conversion sucre-alcool de 17,5 grammes de sucre pour 1 degré potentiel d'alcool. Les millésimes de comparaison, donc on compare cette année avec les autres millésimes précoces les plus récents. Donc vous avez 2003 qui est la courbe verte, 2009 qui est la courbe bleu clair, la courbe bleu foncé 2015, 2018 en orange, et puis aussi la courbe de l'année dernière pour vous, voilà, vous caler par rapport à l'année dernière. Mais bon, même si on a un gros écart. Alors déjà, ce qu'on constate, là nous sommes dans les parcelles précoces du grand réseau. On constate que depuis le début des prélèvements, on a une cinétique d'évolution du degré qui est rapide, puisqu'on a pris 0,31 degrés jour en moyenne sur l'ensemble de cette période. C'est énorme. En général, on est beaucoup moins élevé sur l'ensemble des campagnes voilà, dont on a des données. En 2003, en fait, on a suivi quasiment la courbe de 2003. Hein, tous les premiers prélèvements, on s'en a un petit peu écarté, mais on demeure sur une cinétique très, très rapide. Au prélèvement d'hier, donc les parcelles précoces atteignaient 11,8 degrés. Donc 49 parcelles précoces ont été analysées. Et l'évolution depuis lundi était de 0,27 degrés jour. Donc on voit quand même que l'évolution était moins rapide depuis lundi que ce qu'on avait connu depuis le début des prélèvements. Si on compare donc par rapport aux autres millésimes, on voit donc qu'à la date d'hier, en zone précoce, le millésime 2020 présentait un retard de 4 jours par rapport à 2003, une avance de 10 jours et demi par rapport à 2009, de 12 jours par rapport à 2015, 13 jours et demi d'avance par rapport à 2018 et plus de 25 jours d'avance par rapport à l'année dernière. Voilà. En zone moyenne, donc je ne vais pas revenir sur la cinétique, hein, on observe les mêmes tendances qu'en zone précoce, avec une évolution de 0,26 degrés jour en moyenne, hein, entre le 3 août et le 13 août. 3 août parce qu'au 30 juillet, on n'avait encore pas assez de parcelles pour que ce soit pris en compte comme point. On a atteint donc hier 10,1 degrés potentiels sur les 72 parcelles moyennes du réseau, avec une évolution un petit peu moindre que pour les parcelles précoces, donc de 0,21 degrés par jour. Donc vous avez ici les calages hein, par rapport aux autres millésimes. Je ne vais pas les lire systématiquement, mais ça vous permet de vous repérer. Toutes ces données-là, vous les avez dans le commentaire MATU, hein, que vous pouvez retrouver sur le site de l'interprofession. Donc voilà. En zone tardive, pareil, hein, avec une évolution de 0,28 degrés jour en moyenne depuis le 3 août. On était hier à 9 degrés 4 sur les 21 parcelles du réseau, avec une évolution de plus 0,27 degrés jour. Ce qu'on constate aussi bien en zone moyenne et tardive, c'est qu'on a tendance à avoir quand même un petit peu plus de retard par rapport à 2003, autour de 5 jours, voilà, et un petit peu moins d'avance par rapport à l'année dernière. On a des choses un petit peu plus de décalage. Alors c'est vrai que l'année dernière, les classes de précocité ne voulaient pas dire grand-chose. La maturation s'était plutôt faite au gré des aléas climatiques des parcelles. Il y avait pas mal de parcelles grêlées, etc. Donc c'était un petit peu atypique comme comportement également. Voilà. Alors justement, quand on compare les différences entre zones de précocité en termes de degrés, vous avez en bleu la courbe de degrés hein, depuis début des prélèvements pour les parcelles précoces, en rose pour les parcelles moyennes et en rouge pour les parcelles tardives.
on constate que les parcelles moyennes ont un écart de 5 jours et demi, un retard par rapport aux parcelles précoces, ce qui est logique. Donc 5 jours et demi de différence. Et entre parcelles tardives et moyennes, on a 4 jours de différence. Et donc, en global, entre parcelles des zones tardives et parcelles précoces, nous avons 7 jours de décalage, ce qui est assez classique. On n'a pas un décalage énorme. Après, c'est vrai qu'on a de fortes différences plutôt d'une parcelle à l'autre. Voilà en termes de degrés ce qu'on pouvait dire. On va maintenant se pencher sur l'acidité totale, donc exprimée en grammes d'H2 SO4 sur le réseau. Donc vous avez la courbe ici en zone précoce de 2020, donc en rouge, avec une cinétique d'évolution d'abord importante. Les premiers prélèvements, c'est ce qu'on constate d'ailleurs habituellement pour tous les millésimes. Par contre, assez tôt, la diminution s'est faite beaucoup plus faiblement. Ça, on l'explique par le fait qu'il y a un certain nombre de parcelles qui sont rentrées en phénomène de concentration du fait de la chaleur. Et donc, effectivement, les acides se concentrent aussi, d'où une moindre diminution en moyenne sur l'ensemble des parcelles suivies. Voilà. Donc, à la date d'hier, les parcelles précoces atteignaient 7,4 grammes d'H2SO4, les parcelles moyennes 8,29 et les parcelles tardives 8,89, avec des évolutions de moins 0,23, moins 0,36 et moins 0,62 grammes par litre par jour. Donc, la diminution en zone précoce et moyenne, c'est déjà pas mal infléchi, du fait aussi des phénomènes de concentration dont je parlais. En zone tardive, qui souffre, souvent les parcelles souffrent quand même un peu moins du sec actuellement, l'évolution reste quand même supérieure, ce qui est normal à ce stade d'évolution de la maturation. Plus intéressant, donc on va regarder à degré égal le niveau d'acidité du millésime. Donc là, vous avez un gros paquet de courbes, c'est déjà pour situer par rapport à l'ensemble des millésimes depuis 2003. Ce qu'on voit, c'est que depuis le début des prélèvements, donc depuis le degré de 7 jusqu'au degré atteint hier en zone précoce, on a des niveaux d'acidité qui sont les plus élevés de tous les millésimes qu'on a suivis. Donc depuis 2003 sur cette diapo, mais depuis 92 aussi, je vous épargne toutes les autres courbes. Si on regarde de plus près pour comparer à nos millésimes, on a en moyenne 0,6 g de plus cette année par rapport à 2003 et 2005, 0,8 g de plus que le potentiel de 2009, et puis après bien plus, 1,6 g de plus par rapport à l'année dernière, et puis plus de 2 g de plus par rapport à des millésimes comme 2015 et 2018 qui étaient beaucoup moins acides en termes d'acidité totale. Alors, on parle de potentiel acide. Après, donc Jean-Yves vous présentera les composantes de l'acidité. Et on verra que ça prédit en rien l'acidité finale dans les vins, parce que les acides peuvent se dégrader par la suite en cours de vinification. Donc là, on reviendra par la suite sur ces aspects-là. En zone moyenne, pareil, on voit bien qu'on se situe toujours à un niveau élevé. Alors, un peu plus similaire, un petit peu moins au-dessus du paquet des courbes qu'en zone précoce. Donc, on se rapprochait sur le point d'hier des potentiels acides de 2003 et 2005, avec toujours un fort décalage par rapport à l'année dernière. En zone tardive, exactement pareil, on est calé à peu près de manière similaire que sur les parcelles moyennes, avec toujours des valeurs élevées qui se rapprochaient hier des parcelles de 2019. Alors c'est vrai qu'on n'était pas calé l'année dernière de la même façon entre parcelles tardives et parcelles précoces et moyennes, donc ce qui explique qu'on rejoint cette courbe-là cette année. On est aussi très proche de millésimes comme 2003 et 2005, aussi en zone tardive en termes de potentiel acide. Et quand on regarde les écarts entre zones, donc on a 6 jours et demi de décalage en termes d'acidité entre les zones précoces et tardives. Ce qui est important, quand on compare les acidités totales et pH atteints
Hier, enfin, des parcelles moyennes avec celles des parcelles précoces, quand ils étaient au même stade de degrés, on a un équilibre acide qui est relativement similaire, avec une toute petite différence d'acidité totale et des pH qui sont quasiment les mêmes. Donc, voilà, des équilibres assez similaires d'une zone de précocité à l'autre du vignoble. Les pH maintenant. Donc les pH, hier, donc ce qu'on voit, hein, c'est que déjà en début de maturation, bah, ils ont fortement augmenté au début. Et puis après, l'évolution a été quand même beaucoup plus lente, avec une évolution de plus 0,017 unités par jour en moyenne. Voilà, donc enfin, non, en moyenne entre le prélèvement de jeudi et lundi. Donc on atteignait hier 3,11 en zone précoce, 3,02 en zone moyenne et 2,98 en zone tardive. Et sur l'ensemble de la campagne, on est à une évolution moyenne de plus 0,014 unités par jour, ce qui est dans la moyenne hein, de ce qu'on constate habituellement. Donc quand on regarde l'appareil à degré égal, pour comparer avec les autres millésimes, on se rend compte qu'en zone précoce, on est plutôt dans des pH de moyenne basse hein, par rapport aux autres millésimes suivis. On se trouvait hier sur la courbe de 2009. Voilà. Alors, on était quand même un petit peu plus élevé que 2005, mais inférieur à un certain nombre de millésimes, notamment au pH de l'année dernière, où on a quand même quasiment moins 0,10 unités en moins. En zone moyenne, alors on a un pH qui se situe plus dans la moyenne des courbes, des millésimes suivis, avec des pH qui se rapprochent de ceux de 2003 et 2019, qui sont là les courbes vertes et noires. pH donc intermédiaire, et puis pareil, en zone tardive, un pH assez moyen, hein, qui se rapprochait de celui de 2009, au prélèvement d'hier. Voilà. Alors, un autre paramètre qu'on suit également en parallèle, c'est l'indice de maturité. Donc, l'indice de maturité, c'est le rapport des sucres sur l'acidité totale. Donc, on retrouve là la précocité de notre année. On voit qu'on se situe au prélèvement d'hier entre les courbes de 2003 et puis de 2015. Et quand on regarde de plus près cet indice, donc on était en moyenne hier à une valeur de 23. Zone précoce, on atteignait presque 28. Et quand on regarde depuis 92, l'indice de maturité moyen lors du dernier prélèvement maturation fait sur un nombre de parcelles significatif, donc très proche de la récolte, l'indice de maturité moyen est de 25,2. Donc on était hier déjà à 23. Il y a des années comme 96 où l'indice était beaucoup plus faible, autour de 17. Les années où cet indice a été le plus élevé, c'était 2015-2017 où on atteignait des 35. Mais c'était aussi lié au fait qu'on avait peu d'acidité lors de ces millésimes-là. Voilà un petit peu pour tous ces paramètres analytiques. On va aussi maintenant regarder le potentiel de récolte. Alors, si on revient un petit peu plus tôt en saison, la sortie de grappes, donc elle était de 12,9 grappes par cep en moyenne, ce qui confirme là sur les chiffres du réseau, sur les 142 parcelles prélevées hier. C'était une sortie de grappes plutôt pas mal. Quand on regarde la moyenne depuis 2019, on est sur une moyenne de 12,5 grappes par cep, donc on est un petit peu au-dessus. Et quand on détaille par décennie, on se rend compte qu'on avait des sorties de grappes bien plus importantes dans les années 90. Et puis, quand ces 20 dernières années, on était plutôt en moyenne autour de 11,6, 11,7. Donc, voilà, avec 12,9 grappes cette année, une sortie de grappe plutôt pas trop mal. Et puis, ensuite, on a vu quand même de la coulure et surtout du millerandage dans quand même beaucoup de parcelles. Donc, le potentiel a été quand même revu à la baisse. Pas mal de témoignages sont allés dans ce sens-là en disant attention, il y a pas mal de millerandage. En termes d'accidents climatiques, donc on a été relativement épargné en début de campagne.
On a eu un petit peu de gel fin mars et puis tout début avril, mais des dégâts très limités. De petits épisodes de grêle, mais très local, les 12 et 18 juin, début juillet, un petit peu quelques secteurs, mais bon, très peu de dégâts. Et en tout cas, à l'échelle du vignoble en général, le potentiel de récolte n'est pas impacté par ces éléments-là. Plus préoccupant quand même, il y a eu des coups de soleil déjà dès fin juin, suite aux chaleurs du mois de juin, avec des symptômes que vous avez ici, là, sur ces photos-là, qui étaient des symptômes sur baie assez atypiques fin juin, de flétrissement. Et puis là, plus récemment, depuis, on va dire, le 5-6 août, suite aux grosses chaleurs ou un petit peu après, on a quand même des symptômes importants de défoliation, d'échaudage, de baies qui sèchent, ou voire qui tombent dans certains secteurs. Donc là, c'est très dépendant des zones du vignoble. Les mi-coteaux sont quand même les zones les plus touchées. Et puis les parcelles jeunes, les parcelles exposées au sud souffrent de toute cette chaleur. Voilà. Le poids des grappes. Donc là, je vais vous montrer l'évolution des poids des grappes. Donc vous avez toutes les courbes depuis 2000. Et ici, la courbe de cette année. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que c'était très stable au début. En général, en début de maturation, on a quand même une phase où les baies augmentent de poids. Ici, chaleur et manque d'eau ont fait que l'évolution a été très très faible. D'ailleurs, quand on regarde l'évolution moyenne entre le 30 et le 30 juillet et le 13 août, elle est de 0, pile. On est sur le même poids des grappes. Donc hier, les grappes zone précoce atteignaient 85 grammes, en zone moyenne 100 grammes et en zone tardive 101 grammes. Donc ce qui fait, vous voyez, au point d'hier, parmi les plus petites grappes des années suivies par le réseau, avec des poids de grappes en moyenne de 5 à 7 grammes en moins par rapport à 2005 et 2009, toutefois quand même un petit peu plus lourde que celle de l'année dernière, puisqu'on a 7 grammes de plus. Et enfin, donc, le potentiel de récolte en termes de rendement. Donc, vous avez en indice 0 la moyenne de rendement de ces 5 dernières années. Voilà. Et la courbe rouge, qui est le rendement de cette année. Donc, on voit qu'on a été toujours très proche de la moyenne. Et hier, donc, on était en moyenne 6% de moins que la moyenne de ces 5 dernières années. Donc, des rendements qui sont moyens à faibles. Voilà, et qui se rapprochent de ceux maintenant, on voit à degré égal, de ceux des millésimes 2005 et 2009. Qui sont les courbes ici, violettes et puis et bleues. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Yves Cahurel qui va nous présenter les résultats du réseau Sycarex. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter les résultats du réseau Sycarex, comme l'a dit Florence, qui vient compléter en fait les résultats du grand réseau sur des analyses que les vignerons ne peuvent pas faire du fait qu'il faut un appareillage un peu spécial. Alors première chose déjà, donc c'est 14 parcelles qui sont prélevées. Première chose, c'est qu'on prélève par baie, 200 baies, donc ça permet de suivre le poids de ces baies. Donc vous avez ici au niveau représentation les dates en abscisse, et puis ici l'évolution du poids des baies. Alors c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que Florence. Pour les millésimes, il y a toujours quand même ici 2020 qui est en rouge. Sinon, vous avez 2003 avec les petits losanges, 2011 avec les petits triangles, 2015 avec les petites croix, 2017 en vert avec les croix, puis 2018 en bleu et 2019 avec les carrés orange. Donc ça sera toujours les mêmes couleurs pour pouvoir opérer sur les présentations qui vont suivre. Donc ce qu'on peut voir, alors on ne prend peut-être pas en compte les 2 premiers points où il n'y avait pas toutes les parcelles, mais je dirais qu'à partir de ce point-là, donc c'était le 30 juillet, on avait toutes les parcelles, donc on a une évolution. On voit une évolution relativement faible au départ, donc là il y a eu premier coup de chaud, je dirais, là, on atteint pratiquement
40 degrés là. Et puis ensuite, donc, c'est devenu plus frais. Et là, on est reparti quand même à la hausse. Alors, c'est une hausse modérée, hein, jusqu'à jeudi dernier, en fait, ici. Et puis, bah, entre jeudi et lundi, la canicule, voilà, qui est caractérisée par cette grosse chute quand même des baies, bon, qu'on a pu voir aussi de façon voilà, même visuelle, je dirais. Et puis depuis, par contre, alors ça continue un petit peu à diminuer, par contre de façon quand même beaucoup moins importante, hein, que jeudi et lundi dernier. Si on veut regarder ça à degré égal, donc c'est la courbe, alors il y a tous les millésimes depuis 2000, hein, mais la courbe de 2020 est ici en rouge, hein. Bon, ce qu'on voit, bien évidemment, c'est que ça n'a pas évolué, ça a même baissé, et qu'actuellement, en fait, on est au niveau des petites croix, donc là, c'est le millésime 2005, hein. Vous voyez que c'est à degré égal le poids le plus faible, hein, de tous les millésimes. Alors après, il y a 2003 hein, qui était passé en dessous en fin de maturation. Hein, mais voilà, retenir qu'on a des baies qui sont vraiment très, très petites. Ensuite, alors sur le degré, l'acidité et le pH, je vais passer relativement rapidement. C'est juste pour vous montrer qu'on a des résultats tout à fait cohérents avec le grand réseau, hein, que ce soit donc sur le degré avec des avances à peu près comparables hein, avec ce que vous a présenté Florence par rapport au millésime précédent. Pareil pour l'acidité, hein, également l'équilibre, je ne vous le présente pas, mais l'équilibre degré acidité totale, comme l'a dit Florence, il est élevé, hein, à degré égal. Et puis le pH, pareil, hein, des évolutions à peu près comparables, et des équilibres à degré pH aussi qui sont équivalents, à savoir un pH moyen un peu faible, hein, à degré égal. Tout ça pour vous dire qu'on est bien calé comme le grand réseau, donc les analyses complémentaires, je dirais, peuvent être extrapolées hein, à ce qu'on a sur le grand réseau. Alors, tout d'abord, au niveau du potentiel acide, donc les deux acides principaux du raisin, acide malique d'abord, et puis on verra après l'acide tartrique. Donc l'acide malique, hein, c'est un acide qui est très sensible, hein, qui est dégradé au niveau de la baie, notamment en fonction de la température. Et là, on voit bien, alors on a commencé hein, les analyses depuis jeudi dernier, donc on a 3 points, jeudi, lundi, et puis ce jeudi. Vous voyez qu'il y a une chute très très importante hein, de l'acidité malique, hein, notamment par rapport aux autres millésimes. Si on regarde à degré égal, pour voir un petit peu où on se situe, on voit que on était largement au-dessus des millésimes. Et puis entre lundi et jeudi et ce jeudi, on a baissé beaucoup hein, par rapport aux autres millésimes. On a perdu, en comparaison aux autres millésimes à degré égal, on a perdu pratiquement 1 gramme. Hein, donc ce qui est important. Alors ce qui nous laisse supposer aussi, on s'en rendait bien compte hein, qu'entre le jeudi et le lundi de cette semaine-là, il y a eu quand même un phénomène de concentration. Alors certainement une dégradation à la fois de l'acide malique, mais également un phénomène de concentration qui a fait que on ne voit pas trop baisser, je dirais, l'acide malique, ce qui ne s'est pas produit ensuite entre lundi et ce jeudi. Donc au final, on est quand même sur des teneurs en acide malique qui sont élevées, de l'ordre de celles de 2005, hein, c'est les plus élevées depuis 2000, depuis le millésime 2000. On est quand même assez proche, vous voyez, de 2017 et 2003, et puis quand même assez plus de 2 grammes hein, supérieur à notamment 2015, qui était l'année la plus faible. Au niveau de l'acide tartrique, l'acide tartrique, il a un petit peu augmenté. Alors là aussi, il y a peut-être un phénomène de concentration hein, entre jeudi et ce lundi. Puis par contre, il a pas mal baissé depuis lundi, assez fortement. Si on regarde à degré égal, on s'aperçoit que dans tous les cas, on est sur des teneurs en acide tartrique qui sont élevées cette année, de l'ordre de celles de 2009 par exemple, hein, et assez nettement supérieures, notamment vous voyez, à 2009-2018, hein, on est pratiquement à 1,5 g de plus, et à peu près 1,5 g par rapport à des millésimes comme 2017 ou 2011 par exemple. Donc à retenir une teneur en acide tartrique qui est élevée. Ce qu'on regarde après, c'est le cation principal hein, des raisins, qui est le potassium, et qui vient, lui, contrebalancer en fait l'acidité de l'acide tartrique. Donc ce potassium, il évolue un petit peu comme l'acide tartrique. Hein. Forte augmentation, certainement due à une concentration entre jeudi dernier et puis ce lundi. Et puis il a rebaissé entre lundi et jeudi de cette semaine. Si on regarde à degré égal, on s'aperçoit qu'on était sur des niveaux assez hauts, et puis on est redescendu, on est actuellement sur des niveaux qui sont plutôt moyens à élevés, de l'ordre de ceux de 2003, hein, donc un petit peu inférieur de 80 mg à peu près par rapport à 2017 et puis 2011. Et
par contre supérieur à des millésimes comme 2019, 2018 et puis 2015 qui étaient particulièrement faibles. Voilà, donc si on résume sur ce potentiel acide malique élevé, acide tartrique élevé, par contre un teneur en potassium moyenne à élevé, donc il va venir quand même atténuer quand même l'acidité de l'acide tartrique. Donc il faudra peut-être se méfier parce que l'acide malique, lui, par contre, notamment en rouge, il va être dégradé lors de la fermentation malolactique, donc on va sûrement perdre quand même pas mal d'acidité à ce niveau-là. Autre critère qu'on mesure, donc c'est l'azote ammoniacal qui nous donne une idée de la fermentescibilité des mous. Donc vous avez son évolution ici en rouge. Donc là, petite augmentation entre jeudi dernier et puis lundi. Là aussi, qu'on peut mettre sur le compte d'une concentration. Par contre, il a pas mal baissé depuis lundi. Si on regarde à degré égal, on s'aperçoit qu'on a des niveaux qui sont proches de ceux de 2009, assez nettement en dessous de ceux de 2003. Par contre, supérieurs quand même à ceux des derniers millésimes, donc notamment 2018. Et puis on a encore 2015 qui était vraiment l'un des plus faibles sur le réseau Sycarex. Alors donc on a également prélevé sur les échantillons du grand réseau là, hier pour analyser également l'azote ammoniacal sur ces prélèvements. Donc je vous présente dans un premier temps la comparaison de 2020 par rapport à 2019. Donc on a un nombre de parcelles un peu moins important qu'on a dosé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des petites perturbations au niveau des cendres parce que il y a certains qui ont attaqué les créments, donc c'est vrai qu'il y a, il y a des petits oublis par rapport à essayer de garder les échantillons, mais bon, c'est pas trop grave. On a quand même un échantillonnage qui est relativement, qui est suffisamment important pour qu'on en tire des conclusions. Alors, première chose qu'on peut voir là, c'est qu'on voit que cette teneur en azote, la proportion de parcelles dont l'azote ammoniacal est inférieur à 70 mg par litre. Donc 70 mg par litre, c'est la limite en dessous de laquelle on risque d'avoir des problèmes de fermentescibilité des mous. C'est pour ça qu'on a pris cette valeur. On voit qu'en proportion, on est à peu près pareil qu'en 2019, 45% contre 49%, donc ça se vaut. Par contre, on a une moyenne qui est quand même un petit peu plus faible que celle de 2019, alors que sur le réseau Sycarex, on était un petit peu plus élevé. Avec en minimum, on voyait que là, c'est vraiment au ras des pâquerettes, il n'y a pas trop de différence. Par contre, en maximum, vous voyez qu'on est quand même assez nettement en dessous par rapport à 2019. Si on compare, puisque donc on fait ces analyses sur les échantillons du réseau, du grand réseau depuis 1997, donc je vous ai mis toutes les valeurs ici avec la moyenne sur ces 23 années qui est de 77. Vous voyez qu'on est très proche de cette moyenne-là, donc un petit peu en dessous de 2019. Par contre, on est assez nettement au-dessus de 2017, 2018, 2015 par exemple. Enfin, au niveau des autres, derniers dosages qu'on effectue, c'est le côté anthocyanes et puis couleur. Vous avez ici l'évolution de la teneur en anthocyanes des baies, exprimée en milligrammes par kilo. Ce qu'on peut voir au niveau évolution, forte évolution entre jeudi et lundi dernier. Et puis là, ça s'est un petit peu... Alors ça continue à évoluer pas mal, mais ça s'est un petit peu ralenti. Si on regarde encore là à degré égal, en fait, on voit que ce ralentissement est essentiellement dû au fait que le degré a moins évolué que la dernière fois. On a quasiment ici une droite depuis jeudi dernier, donc ça évolue, je dirais... plutôt bien. Par contre, en termes de potentiel, on est quand même relativement faible. Alors, je ne vous ai pas mis tous les millésimes depuis 2002. On dose millésimes où on a commencé à doser ces anthocyanes. On est quand même relativement faible. On est quand même au-dessus des trois derniers millésimes, 2019, 2018 et 2017. On est pratiquement au niveau là, de 2003. Par contre, assez nettement en dessous, notamment de 2015, qui est un peu la valeur la plus élevée depuis 2000 au niveau du réseau Sycarex. Donc des teneurs anthocyanes qui sont quand même relativement faibles, même si elles sont supérieures à ces trois derniers millésimes. Pardon. Une autre chose qu'on regarde, c'est l'indice IC, donc indice intensité colorante, dont l'idée est d'essayer de donner une estimation de l'intensité colorante future du vin. Donc pour ça, on prend la teneur en anthocyanes que je viens de vous présenter, et on prend en compte également le degré potentiel et puis le pH. Puisque vous savez que le pH va jouer sur la couleur du vin. Plus votre pH va être acide, plus la couleur va être importante.
Donc on essaye de prendre en compte ces facteurs-là pour essayer d'estimer une intensité colorante des vins. Donc là, bon, sur l'évolution, elle est à peu près comparable à ce qu'on avait sur le potentiel anthocyanes, donc je ne reviens pas dessus. Si on regarde ensuite à degré égal, là aussi on voit que l'évolution est relativement bonne. Comme tout à l'heure, pour la teneur anthocyanes est supérieure aux 3 derniers millésimes, 2017, 2018, 2019. On est même supérieur ici à 2003 et on n'est pas trop loin, je dirais, de 2011 et 2015. Alors quand je dis pas trop loin, bon, tout est relatif, hein, mais on est quand même sur des indices ici en fait qui sont moyens actuellement. Hein. Mais ceci dit, c'est des comparaisons à degré égal. On a cette année quand même un potentiel de degré qui est élevé. Donc je vous ai mis sur la graphique suivante. Donc 2020 à l'état actuel, donc au prélèvement d'hier. Et je vous ai mis l'indice IC qu'on avait au vendange, donc c'est la moyenne sur les 14 parcelles du réseau Sicarex, pour chaque millésime depuis 2003. Et là, on s'aperçoit que le niveau de cet indice IC, il est quand même pas si mauvais que ça. On est quasiment au niveau de 2017 actuellement, pratiquement 2013, 2014, 2010, au niveau de 2006, alors qu'on n'a pas, on n'a pas encore commencé les vendanges. Donc on peut penser qu'on arrivera quand même à un indice IC qui est relativement élevé. Alors peut-être pas 2015 qui était un peu, je dirais, le summum, mais on pourrait bien se rapprocher de 2009 ou peut-être même de 2011. Donc c'est plutôt encourageant à ce niveau-là. Voilà. Et puis dernier point que je voulais vous montrer, Florence vous a parlé un peu des problèmes de sécheresse. Alors nous on a fait des mesures vendredi dernier, donc c'était au moment de la canicule. Donc la semaine dernière, le 7 août, des mesures de potentiel de base. Alors potentiel de base, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement. En fait, c'est le potentiel avec lequel, le potentiel foliaire, c'est le potentiel avec lequel la vigne retient l'eau, en fait. Donc ce potentiel, il varie dans la journée. Vous avez ici l'évolution de ce potentiel dans la journée avec les heures ici. Alors c'est un potentiel, comme c'est un potentiel je dirais de succion qui retient l'eau, donc il est négatif. C'est pour ça que c'est exprimé en sens inverse. Donc en valeur absolue, en fait, il va augmenter plus vous allez commencer à chauffer. Alors il démarre dès que le soleil commence à taper sur les feuilles, puisque l'activité photosynthétique démarre, puis dans ces cas-là, pour la photosynthèse, la vigne a besoin d'eau. Elle va également transpirer, donc plus il va faire chaud, plus ce potentiel va augmenter, en général avec un maximum autour du midi solaire, donc autour de 14 heures chez nous l'été. Et puis ensuite, ce potentiel va rediminuer pour se remettre en fait en équilibre avec le potentiel du sol en deuxième partie de nuit, grosso modo à cette partie-là, entre 2h et 6h du matin. Puis dès que le soleil va venir taper les feuilles, il va redescendre. Et le potentiel de base, en fait, c'est ce potentiel, je dirais, le plus faible sur la journée, qu'on mesure donc dans la deuxième partie de nuit, pour avoir une idée aussi un peu de la contrainte que subit la vigne, aussi en liaison avec les disponibilités au niveau du sol. Que si on mesurait pendant la journée, en fonction des conditions de la journée, ce potentiel il peut varier de façon assez forte. C'est pour ça qu'on le mesure plutôt donc la nuit. Alors ce potentiel, on le mesure avec ce qu'on appelle une chambre à pression. Vous voyez là, en fait, on prend des feuilles, on les met dans la chambre à pression, on fait ressortir uniquement le pétiole, après sinon c'est étanche à ce niveau-là. Et ensuite, on met la pression au niveau de la chambre à pression et on attend en fait de voir apparaître les premières gouttes de sève au niveau du pétiole. Et à ces premières gouttes de sève qui apparaissent, ça correspond à la pression, la pression de succion avec laquelle, la force avec laquelle la vigne retient en fait l'eau et donc la sève. Et donc il suffit ensuite de noter cette pression-là. Et ça nous donne une idée de la contrainte que subit la vigne. Donc plus cette pression va être élevée en valeur absolue, et plus la contrainte va être importante. Donc alors normalement, la pression elle est négative, comme je vous l'ai expliqué, c'est une pression de succion. Ceci dit, pour mieux comprendre, je vous les ai remis en positif ici. Donc juste pour vous montrer, donc là c'est les résultats donc sur les différentes parcelles de vendredi, avec donc l'interprétation de ces contraintes-là. Donc vous voyez que ça va de parcelles qui sont moyennement contraintes, des parcelles qui sont beaucoup plus contraintes, Corcelles, Fleury, Lucenay, Morgon, et puis des parcelles qui sont carrément contraintes de façon importante. C'est le cas de Bagnols et puis Audenarde. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est par rapport aux unes millésimes où on a pu
réaliser ces mesures. Et bon, on voit que c'est l'un des millésimes les plus élevés. Alors c'est vrai qu'il y a 2005 aussi, mais 2005, on avait fait que 3 des parcelles qu'on a fait en 2020. Hein. Mais sinon, on voit que c'est les potentiels quand même les plus élevés par rapport à ce qu'on a pu faire les millésimes précédents. On a bien quand même une contrainte qui est importante. Voilà. Donc j'en ai fini avec les analyses complémentaires. Je laisse donc la parole à Cécile. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le résultat des données pour le chardonnay, pour cette campagne-là. Donc là, premier graphique qui nous permet de comparer l'évolution du degré entre chardonnay et gamay. Donc la ligne pleine, c'est l'évolution du gamay, et la ligne en rouge en pointillé, c'est l'évolution du chardonnay. Donc on remarque que le chardonnay a toujours eu du retard sur le gamay dès le début de la campagne, et encore aujourd'hui. Donc là, il y a 3,5 jours de retard sur le gamay. C'est un peu atypique parce que généralement, pour les autres millésimes, certes, le chardonnay avait du retard, mais il rattrapait le gamay au cours de la saison. Alors, ce graphique-là nous montre l'évolution du degré du chardonnay pour toute la campagne. Donc, premier constat, c'est que 2020 est le millésime le plus précoce depuis 2006. Donc, c'est la date à partir de laquelle les blancs sont rentrés dans le réseau de suivi. Donc hier, le degré moyen des parcelles de chardonnay était de 9,8 avec une évolution journalière par rapport à lundi de 0,12. Donc c'est une évolution moindre que les prélèvements précédents. On était plutôt à 0,37, 0,38 degrés jour. Et il faut aussi noter qu'entre lundi et jeudi, ce sont seulement les parcelles précoces dont le degré a évolué. Pour les parcelles moyennes, il n'y a pas eu d'évolution. Et donc, on peut noter en tout cas depuis 10 jours que l'évolution moyenne du degré journalier est de 0,30. Donc, à titre d'information, il y a 3 jours d'avance sur 2011, 6 jours d'avance sur 2015, qui est la courbe en noir, et 8 jours d'avance sur 2018, qui est en orange. Alors là, on a la cinétique d'évolution de l'acidité totale. Donc au départ, elle a démarré, il y a une chute assez rapide, et puis finalement, la progression a été un peu plus lente sur la fin. Hier, pour les prélèvements d'hier, l'acidité totale était de 8 grammes, et on note une évolution journalière moyenne sur les 10 derniers jours de 0,40. À degré égal, on se rend compte que l'acidité totale de 2020 est plutôt dans la moyenne haute, avec tous les millésimes depuis 2006. Et si on compare avec seulement quelques millésimes, on est proche de 2011. Il y a 0,8 g de moins que 2019, qui est la courbe brune, et il y a 1,6 g de plus à peu près que 2015 et 2018, qui se situent là en dessous. En ce qui concerne le pH, donc il y a eu une belle augmentation, ça s'est maintenu, et puis il y a de nouveau eu une belle progression par rapport à lundi. Donc, alors hier, on était à 3,01 unités, ce qui représente à 0,30 unités jour. Et alors qu'en moyenne, sur les 10 derniers jours, la progression était plutôt de 0,10 unités. À degré égal, donc 2020, c'est la courbe rouge. Le pH, à un moment donné, s'est retrouvé le plus haut par rapport à tous les millésimes depuis 2006. Et là, finalement, hier, on se retrouve plutôt dans la moyenne haute. Donc, on va zoomer avec d'autres millésimes. Il est proche de celui de 2009 et puis il est moindre de celui de 2015 et 2018. L'évolution du poids des grappes à présent, donc il a été hier de 102 grammes en moyenne. Depuis 10 jours, il n'y a pas eu d'évolution du tout. Et globalement, par rapport depuis 2006, on est plutôt donc dans un poids des grappes moyen bas. Et enfin, pour terminer, donc le potentiel de récolte, comme pour les gamets, donc l'axe des abscisses représente la moyenne du rendement des 5 dernières années. Donc pour 2020, on était à chaque fois, depuis le début de la campagne, moindre à la moyenne des 5 dernières années. Pour les prélèvements d'hier,
on calcule un rendement inférieur de 12%, donc de moins que les 5 dernières années, et on se rapproche de celui de 2013. Voilà, et je relaisse la parole à Florence. Merci. Donc maintenant que toutes les données techniques vous ont été présentées, on va vous présenter notre proposition de date technique de banc des vendanges. Alors c'est une date théorique, on va dire, et avant tout, ce sont les préconisations de date de récolte qui sont importantes. Donc je vais vous rappeler la méthode de détermination de la date du banc. Pour les gamets, donc on regarde une première date qui est une date à laquelle on aura 30% des parcelles supérieures à un certain niveau de degré. Compte tenu des forts degrés potentiels cette année, on s'est basé sur un seuil de 12% volume d'alcool, tout comme en 2017 et 2019. Je rappelle que dans le passé, certaines années, on se basait sur 10, 10,5, 11, et au fil du temps, le seuil est remonté. C'est en lien aussi avec le réchauffement climatique qu'on peut aller viser, chercher des degrés supérieurs. Et ce qui traduit aussi une évolution de la qualité des Beaujolais qu'on est capable maintenant de vinifier. Donc on fixe une première date, on regarde à cette date-là, donc date à laquelle on aura 30% des parcelles supérieures à 12 degrés. On regarde le critère acidité totale. Donc on regarde quel est le pourcentage de parcelles qui aura une acidité totale inférieure à un certain seuil. Alors cette année, on retient le seuil de 5 grammes. Alors pourquoi ? Parce qu'on a une acidité assez importante, donc on ne voulait pas se baser sur un seuil très faible, comme ça avait été le cas en 2018, sachant que par le passé, on retenait des seuils beaucoup plus élevés. Mais la demande des consommateurs évolue, il n'y a plus trop de place sur le marché pour des vins trop acides. Donc c'est vrai qu'au fil du temps, ce critère d'acidité a été revu à la baisse. Donc si ce pourcentage de parcelles inférieur à 5 grammes en AT est compris entre 15 et 25 degrés, on est une année à potentiel acide classique. S'il est inférieur à 15%, le potentiel acide est fort. Et s'il est supérieur à 25%, on se retrouve dans la configuration d'une année à potentiel acide faible. Potentiel acide classique, donc la date proposée pour le banc et la date fixée par le degré. Si on est dans le cadre d'un potentiel acide fort, on calcule le nombre de jours nécessaires pour ramener le pourcentage de parcelles inférieures à 5 grammes à 15%. Et donc, ça nous permet de repousser un petit peu la date du banc. Et puis, si, à contrario, le pourcentage est trop élevé, donc supérieur à 25%, on va plutôt ravancer la date du banc pour pouvoir aussi concilier cette faible acidité. Sur le prélèvement d'hier, donc quand on regarde le critère fixé par le degré, en se basant sur une évolution de 0,2 degrés jour, qui est plutôt minimaliste par rapport aux conditions météo annoncées, on aura 30% des parcelles supérieures à 12 degrés le 15 août. Donc ça ferait un banc fixé par le degré au 15 août. On regarde maintenant le critère acidité totale. Alors, on s'est basé sur une diminution de l'acidité totale de 0,25 grammes par litre par jour, ce qui paraît cohérent avec les niveaux actuels et puis ce qu'on a observé lors du dernier prélèvement. Et donc, on se trouve avec un pourcentage de parcelles avec une AT inférieure à 5 grammes le 15 août, très très faible, ce qui confirme cette année à potentiel acide fort. Donc, on a seulement 1%, donc on est loin des 15%. Ce qui fait qu'on recalcule la date du banc pour la reculer et pour qu'on ait 15% des parcelles avec une AT inférieure à 5 grammes, ce qui nous amène à une date de banc au 20 août. D'où la proposition que nous faisons aujourd'hui de date technique pour le banc des vendanges, pour les Beaujolais Village rouge et rosé, au jeudi 20 août. Voilà. À cette date-là, donc on aura une acidité, on aura 15% des parcelles inférieures à 5 grammes. On aura 52% des parcelles qui auront déjà un degré potentiel supérieur à 12, 60% supérieur à 11,5 et 68% supérieur à 11. Donc des bons niveaux de degrés.
avec toujours ces hypothèses d'augmentation de degré de 0,2 degrés jour et puis de diminution de l'acidité de moins 0,25 grammes par jour. Voilà. Pour les Beaujolais blancs, donc compte tenu de ce que vous a expliqué Cécile, à savoir le décalage entre les blancs et les rouges, les blancs ont tendance à être en retard par rapport aux rouges, mais aussi par rapport, par rapport aux critères analytiques de jeudi. On propose une date de ban au 22 août. À cette date-là, donc on aura 31% des parcelles avec un degré supérieur à 12, moyennant une évolution de 0,15. Alors 0,15 parce qu'on a constaté que lors du dernier prélèvement, les chardonnays évoluaient beaucoup moins vite en termes d'évolution du degré. Et puis, donc, en termes de critères acidité, on est pas mal. On aura à cette date-là 36% des parcelles avec une AT inférieure à 5 grammes et seulement 24% avec une AT inférieure à 4,5 grammes. D'où cette proposition pour la date du ban des Beaujolais Village Blanc au 22 août. Voilà. Alors là, c'est une date de ban. Plus important, ce sont les préconisations de date de récolte. Comme on l'a dit, donc pour les gamets, donc la date du ban préconise un démarrage de vendange à partir du 20 août. Il n'en reste pas moins que déjà certaines parcelles souffrent du sec, des raisins qui tombent un petit peu par terre. Donc là, ça peut justifier des demandes de dérogation dans certaines zones. Le principale chose à retenir, c'est que c'est vraiment une décision qui appartient à chaque viticulteur en fonction de l'objectif produit, quel vin vous voulez faire. Si vous voulez faire des rosés, il va falloir privilégier une date de récolte qui garantisse encore une fraîcheur aromatique avec des niveaux d'acidité de degrés qui ne seront pas les mêmes que si vous voulez faire un vin de garde. Il va falloir attendre un petit peu plus cette maturité polyphénolique. Donc, on a vu avec Jean-Yves que l'indice IC était moyen pour l'instant. Donc, si vos parcelles permettent d'attendre, ce qui va dépendre aussi de votre type de sol, du matériel végétal, de l'exposition, de l'âge de vos vignes, de l'eau aussi que vous avez reçue ou pas. Tous ces critères-là seront à prendre en considération pour caler vos dates de récolte. Donc voilà. Chardonnay, donc on a déjà fait nos préconisations pour les dates de début de récolte crément, donc qui était à partir du 11-13 août. Donc effectivement, cette semaine, en zone précoce, les créments sont déjà en train d'être ramassés. Et puis pour les Beaujolais Village Blanc, donc à partir du 22 août, pour un objectif degré de 12. Il y a un seul message à retenir, c'est vraiment que vous restez décisionnaire de vos dates de récolte et une seule chose, c'est aller faire des contrôles matus. Ne vous fiez pas à l'aspect visuel, certaines baies ne sont pas verrées. Par contre, ça trompe énormément et je pense que certaines baies ne verront jamais cette année dans certaines parcelles. Donc, allez faire un tour exhaustif de vos parcelles pour voir vraiment où vous en êtes. L'ordre de ramassage habituel est une fois de plus chamboulé. En fait, il n'y a jamais vraiment d'ordre de ramassage établi. On se rend compte que chaque année, on dit la même chose. Donc, rien ne vaut pour un panorama complet de vos parcelles. Voilà. On avait prévu un petit temps de réponse à vos questions, mais on n'en a pas eu. Donc, je ne sais pas si on est tout seul ou si vous êtes là à nous regarder. Mais en tout cas, voilà. Sachez que vous pouvez toujours les poser ultérieurement. On sera heureux de répondre si vous avez des interrogations. Et puis, pour finir, nous allons laisser la parole à David Ratignier en tant que président de l'ODG Beaujolais Village par rapport à cette date de ban et puis ces conseils de vendange. Donc, ce qu'on va faire, c'est arrêter le partage d'écran. Voilà. Et laisser la parole. Bien. Pour personne, mais je suis là. Oui. C'est bon.
Alors bonjour à tous. Eh bien, suite au travail qui a été fait par le réseau Matu, qui est quand même un travail, comme on dit tout le temps, essentiel, et qui nous donne une mine d'informations, une source d'informations quand même énorme pour pouvoir prendre les décisions au niveau de la région et de son début de vendange. Nous avons donc validé les dates demandées hier, qui étaient du 20 août pour les rouges et du 22 août pour les blancs. Là-dessus, bien sûr, le message il a déjà été donné à l'instant, mais je vais le redonner. De toute façon, les exploitations doivent impérativement, par rapport à leur cahier des charges, faire quelques prélèvements à date définie pour pouvoir être validés ensuite par Psychocert. Donc, c'est important de le savoir. Ensuite, là, on a donné un accord technique. C'est vrai que sur des zones précoces, on constate qu'il y a des degrés qui sont assez fortement élevés. Ça ne concerne pas toutes les surfaces. Ça concerne quand même des surfaces qui sont bien données sur des zones bien définies. Donc, effectivement, ces parcelles auraient même pu être vendangées quelques jours avant, potentiellement. Les dérogations sont toujours possibles avec l'INAO. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. En mettant une date au 20 août, ça permet justement d'éviter d'avoir trop de dérogations qui sont difficiles après à suivre par l'INAO. Donc maintenant, la responsabilité des vignerons est bien là, elle est bien engagée, c'est-à-dire que vous devez bien réaliser vos contrôles de maturité afin de trouver la bonne date de vendange. Bon, il semble quand même que ce qu'on a entendu hier était assez clair de la part des quelques vignerons qui étaient autour de nous, c'est de dire que effectivement, il n'y avait pas non plus totalement le feu et qu'il fallait être raisonnable aussi pour atteindre quand même une maturité, là cette fois-ci plus phénologique en matière colorante pour les vins qu'on veut faire actuellement. Quelques jours plus, ce ne ferait pas de mal. Il semblerait que le message des caves était assez clair. Donc c'est une bonne nouvelle parce que vu qu'ils étaient déjà après les blancs, ils avaient tendance un petit peu à enchaîner ces dernières années. Il semblerait qu'il y ait quand même des grosses évolutions là-dessus. Là-dessus, il reste aussi un phénomène, c'est la pression climatique, qui a été aussi bien expliqué à l'instant. La pression climatique, c'est cette sécheresse et ces grosses chaleurs qui ont quand même pas mal cuit les raisins. On voit un petit peu là, apparemment, là, sur les secteurs où il n'y a plus un petit peu, malheureusement, ça ne représente pas pas de partout, mais il y a un aspect visuel qui est un petit peu plus... Les 20-30 mm qui sont tombés ont fait vraiment du bien. À bout de quelques jours, ça se connaît quand même. Donc malheureusement, tout le monde ne l'a pas et il y a quand même des parcelles qui sont fortement touchées. On a vu que des parcelles, on a indiqué des parcelles de blanc qui étaient chiffrées en visite avec les assurances climat à 95% de dégâts d'assèchement de rafle. Donc des raisins qui peuvent tomber aussi. Je pense qu'il y a des problèmes de carence qui se font, des choses comme ça. Donc bon, ça met aussi un petit peu la pression. Donc on va espérons que tout le monde soit un peu responsabiliser et trouve la meilleure date qui permettra de trouver les bons degrés, les bons états sanitaires et les bons indices de coloration ou de richesse des mous. Donc voilà, donc nous on valide tout ça et on dit bien à tous les vignerons, prenez le temps de bien faire le tour de tous vos domaines pour tout bien cadrer et vendanger les bonnes parcelles au bon moment. Simplement. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Ça suffit? Non, oui. Donc, on a juste eu une petite remarque, alors ce n'est pas une question par mail, qui expliquait que le seuil de problème de fermentestibilité des mous pour un vin plutôt maintenant à 12 degrés, c'est plutôt 90 mg par litre, un peu plus haut que les 70 mg par litre qui sont plutôt donnés quand les degrés potentiels sont un petit peu moindres. Voilà. Sinon, on n'a pas eu d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? On a encore 10 minutes. Bon, on en a fini avec notre webinaire. On va clore ce webinaire. Donc, on le stockera sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture et vous transmettra le lien pour revisionnage, ou en tout cas pour les personnes qui n'ont pas pu le suivre aujourd'hui. En tout cas, merci aux viticulteurs du réseau, avant tout, pour leurs précieuses données. À nouveau, je réitère cet appel à volontaires. On a besoin de toutes les bonnes âmes
Il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de la retraite. Les responsables de centre s'en approchent pour beaucoup. Donc, il va y avoir besoin de relais. Nombreux sont les viticulteurs qui ont besoin des données du réseau. Mais c'est important que ce message passe dans les communes. Et puis, pour le mot de la fin, bonne vendange à tous et avant, bon contrôle Matu.